Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Touche Animale. Je vous souhaite une très très belle et heureuse année, qu'elle vous apporte tout ce dont vous désirez et d'être le plus heureux que cela est possible, bien évidemment, et aussi une très bonne année à nos animaux de compagnie qui en ont bien besoin parce qu'il y a encore des choses à faire bouger. Et c'est justement le sujet de ce jour puisque je reçois Christophe Marie qui est directeur adjoint et porte-parole à la Fondation Brigitte Bardot. Christophe est déjà là, il va nous rejoindre. Donc, on va pouvoir échanger avec lui sur tout simplement l'histoire de la fondation et bien sûr toutes les actions, leurs combats, puisqu'ils sont nombreux, vous allez voir. Et je suis sûr que, alors Christophe, tu étais là et visiblement tu es parti, donc tu peux appuyer sur la petite main et tu vas revenir. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver donc les épisodes en replay sur l'application Brut ou sur le site de whoopet.fr, donc qui est un site à audience pour les animaux de compagnie. Alors, on va attendre Christophe. Vous n'hésitez pas, comme toujours, vous pouvez voter. Alors, Christophe, ça va super, tu es juste à l'envers. Est-ce que tu m'entends bien? Ouais, j'entends, ouais. Super, et je t'entends bien aussi, c'est nickel. Très bonne et heureuse année, Christophe, et très bonne et heureuse année Merci. à la Fondation. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter en 2023? D'être entendu par les politiques notamment, parce qu'en fait, on a eu une année 2021 qui était plutôt positive avec la loi de lutte contre la maltraitance animale. Mais c'est vrai qu'en 2022, on était vraiment sur une année de transition avec les élections présidentielles et puis législatives. Ce qui fait qu'il n'y a pas eu vraiment grand-chose qui s'est mis en place. Nous, on a travaillé pour reconstituer les réseaux au niveau des parlementaires notamment, mais il n'y a pas eu d'avancée très forte. Il y a eu la proposition de loi sur la corrida, évidemment, fin d'année, mais bon, qui a été retoquée, donc c'était pas, on ne peut pas dire que ce soit une victoire. Donc ce qu'on peut Oui, espérer, c'est qu'effectivement, il y ait une réponse politique à l'attente sociétale qui est toujours aussi forte sur la question animale. trop bien. Alors, Christophe, avant de justement rentrer au vif et au cœur du sujet, est-ce que tu peux te présenter du coup à la communauté brute pour un peu ton parcours, etc. Et après, bien sûr, après t'être présenté, je te laisse présenter à la Fondation Brigitte Bardot. D'accord. Donc moi, je suis le directeur adjoint et porte-parole de la Fondation Brigitte Bardot. J'y suis depuis plus de 30 ans, donc ça m'a permis aussi de voir à la fois l'évolution de la Fondation, mais aussi l'évolution de la perception de la condition animale en France, et puis aussi la manière dont ça a été perçu par les politiques et puis les journalistes même. Et donc mon parcours, bah écoute, ça a été essentiellement fondation finalement, puisque j'ai commencé par faire du bénévolat il y a plus de 30 ans donc, et il y a eu un poste qui s'est libéré, etc. Mais avant ça, j'étais déjà engagé, puisque je suis végétarien depuis l'âge de 16 ans, donc ça fait près de 40 ans maintenant. Et puis bon, j'ai eu des prises de position, enfin des actions pour la défense des animaux avant de rejoindre la fondation, et depuis évidemment j'y consacre toute ma vie. Et Une voilà. vie de combat pour les animaux, clairement. Donc j'imagine que tu partages cette vie de combat avec la fondatrice de la fondation, donc qui est Brigitte Bardot, qu'on ne présente plus, donc actrice et chanteuse aussi, mais surtout actrice iconique, très réputée pour ses rôles effectivement au cinéma. Et donc pourquoi elle a voulu créer en fait la fondation? Bah, en fait, elle a d'abord mis sa notoriété au service de différentes associations. Elle a commencé à défendre les animaux dès 1962, hein, son toute première prise de position. C'était pour l'étourdissement des bêtes au moment de leur abattage. C'était en 62, et elle a été reçue ensuite au ministère de l'Intérieur pour arriver à aboutir à l'obligation d'étourdir les bêtes au moment de leur abattage. Donc ça, il y a eu un décret français qui a été pris en 1964. Donc là, elle était toute jeune comédienne encore. Et après, quand elle a commencé à s'investir davantage, notamment après avoir quitté le cinéma, donc on connaît bien évidemment son combat contre les massacres de phoques, elle a voulu structurer son action et justement lui donner aussi une envergure qui répondait à sa façon de voir les choses, son exigence. Et c'est pour ça qu'elle a créé sa fondation voilà, en donnant aussi les thèmes qu'elle voulait défendre, et puis la manière dont elle souhaite les défendre, c'est-à-dire assez punchy généralement par ses prises de position. Et voilà, donc c'est pour ça elle s'est investie totalement. Elle voulait être en cohérence avec son investissement personnel, qu'on connaît également, y compris financier, hein, puisque pour créer sa fondation, elle a fait une vente aux enchères de ses biens les plus précieux. Et puis
Ensuite, en 92, moi j'étais déjà à la fondation à l'époque, il y a eu la démarche pour la reconnaissance d'utilité publique qui nous avait été refusée dans un premier temps et qui a été acceptée dans un second temps quand elle a fait don de la Madrague, hein, donc qui est rentrée dans le capital de la fondation. Et c'est ce qui a amené une assise financière suffisamment forte pour considérer qu'effectivement, il y avait une pérennité d'assuré sur l'action de la fondation et elle pouvait être reconnue d'utilité publique. Donc la Madrague étant sa maison, pour ceux qui ne le savent pas, sa maison de Oui, Saint-Tropez, etc. Et donc la fondation, il faut le savoir qu'elle a été créée en 1986, si je ne me trompe pas, en c'est ça. 1986, effectivement, elle est reconnue donc d'utilité publique en 92. Et donc les premiers combats de la fondation, ça a été lesquels? Donc justement sur ces années 80-90. Alors 86, quand elle a été créée, bon, c'était au tout début, c'était aussi déjà encore à la Madrague, donc à sa maison dans le sud de la France. Et quand elle a commencé, en fait, elle avait lancé des SOS animaux sur TF1 qu'elle présentait pendant 2 ans, à peu près 3 ans. Oui, 3 ans. Et ces SOS animaux ont permis justement de fixer les combats à mener. C'est-à-dire le premier, c'était sur les éléphants, les massacres d'éléphants. À l'époque, les éléphants n'étaient pas protégés du tout. Enfin, ils étaient partiellement protégés, mais au niveau de la Convention de Washington, de la CITES, ils n'étaient pas classés. Donc son premier SOS était sur la situation du braconnage et des tueries d'éléphants pour l'ivoire. Et le jour même de la présentation de cette émission, la France s'est engagée. À l'époque, c'était Brice Lalonde qui était secrétaire d'État sur la question animale, et donc Mitterrand encore président à l'époque. Et ils se sont engagés dès le lendemain, en fait, à faire en sorte que la France arrête l'importation de l'ivoire. Et puis la même année, en fin d'année, en octobre 89, l'éléphant est passé à l'annexe 1 de la Convention de Washington, donc avec une interdiction du commerce international de l'ivoire. Donc ça, c'était le tout premier combat, mais il y en a eu plein d'autres simultanément, parce que la force et la faiblesse de la fondation, c'est d'être très généraliste et donc d'agir sur toutes les questions animales, que ce soit l'animal domestique, l'animal sauvage, en France et à l'international. Donc c'est assez compliqué parce qu'effectivement, et en plus, de par la notoriété internationale de Brigitte Bardot, les sollicitations sont immenses. Donc les premières années, c'était vraiment plutôt des années de construction et d'organisation de la fondation pour pouvoir répondre justement à ces sollicitations et de structurer aussi l'action pour qu'elle soit efficace. Donc les premières années, il y a eu aussi en fait la création du premier refuge de la Fondation à la Marouzou en Normandie. Et ça, en fait, c'était suite au décès d'une personne qui avait énormément de chiens. C'était au Mureau, en région parisienne. Et quand elle est décédée, effectivement, la ville a voulu récupérer le terrain. Et donc, un peu dans l'urgence, on a cherché un lieu qui pouvait accueillir ces animaux. C'était un peu une maison de retraite initialement pour les animaux, puis ça a évolué en refuge avec aussi beaucoup d'animaux de ferme, puisque c'est principalement des animaux de ferme qu'on a à la Fondation, on en a près de 8000, et aussi des chats et des chiens, bien sûr. Et sur ces 8000 animaux de ferme, vous les replacez ou une fois qu'ils arrivent, ils sont vraiment, du coup, ils terminent leur vie, du coup, au refuge? Alors, ils ne sont pas replacés, jamais. Tous les animaux qui sont susceptibles de retomber dans le circuit de la consommation ne sont pas replacés. Mais ce qui est très intéressant, parce qu'effectivement, nos refuges ne suffiraient pas à récupérer tous ces animaux, donc on a créé un partenariat avec d'anciens éleveurs ou fils d'éleveurs qui ne voulaient plus eh bien, continuer cette activité, et on travaille avec certains pour que justement ils prennent en pension ces animaux, mais à vie. Et leur rapport à l'animal, ce qu'ils nous redisent en fait, change du tout au tout, parce que la finalité, ce n'est pas d'élever pour envoyer à l'abattoir, mais d'élever pour assurer les meilleurs soins des animaux et les garder jusqu'à leur mort naturelle. Donc pour des bovins, ça dépasse 20 ans, alors qu'ils sont tués normalement dans les premiers mois. Pour les laitières, c'est un peu plus long, c'est 5-6 ans, mais bon, donc c'est intéressant parce que tout ce qu'on a mis en place avec ces pensions partenaires, eh bien, pour les éleveurs au départ, les premiers qui l'ont fait avec nous étaient très critiqués par les autres éleveurs qui considéraient que c'était J'imagine, voilà, j'imagine. c'était vraiment aller contre l'élevage.
Et au final, maintenant, on a beaucoup de demandes spontanées parce qu'ils voient bien que bon, bah, c'est aussi plus intéressant financièrement pour eux parce que c'est un revenu assuré, ça ne va pas varier suivant le coût de la viande. Et ce qui pour nous est très intéressant aussi, c'est que ça nous permet d'agir avec les services d'État pour récupérer des animaux en souffrance. Moi, tous les ans, je suis sur des sites d'abattage clandestins, par exemple au moment des sacrifices de l'Aïd el-Kébir. Et si on n'avait pas ces lieux d'accueil, l'année dernière, on en a récupéré 400, la précédente 800 sur des sites d'abattage clandestins, beaucoup dans le sud de la France. Et si on n'avait pas ces possibilités et cette organisation prise en charge d'animaux de ferme, eh bien, on ne pourrait pas agir. Et c'est aussi ce qui fait la différence et la particularité de la Fondation sur ces sauvetages d'animaux de ferme. Donc à l'heure actuelle, ça a bien grandi puisque la Marouzou, c'est le premier refuge, mais il y en a d'autres qui sont venus Oui, depuis. Si je ne me trompe pas, vous en avez 3. il y en a un quatrième même qui vient d'ouvrir pas très loin de la Marouzou. Disons que le deuxième, c'était Bazoches, hein, c'est la maison. Euh, En fait, au début, bon, Brigitte Bardot bouge moins maintenant, effectivement, vu son âge et ses difficultés de se déplacer avec ses problèmes de hanche qu'elle a depuis très, très longtemps. Mais au début, à la Fondation, moi, quand j'y étais, elle passait la moitié de son temps à Bazoches, sa propriété dans les Yvelines. Et elle venait là, elle arrivait en juin, mai-juin à peu près, elle repartait en octobre, donc pour pas être dans le sud à la période la plus forte au niveau des touristes. Et donc cette maison qui était une bergerie, en fait, elle a donné aussi à la fondation du coup, en plus de la madrague, pour devenir un refuge. Alors il y a des chats, pas mal, pas trop de chiens parce qu'on n'est pas refuge chien déclaré à Bazoches, mais beaucoup aussi d'animaux, de petits animaux de ferme qui sont là en quarantaine, le temps de les déplacer ailleurs. Donc c'est un lieu de quarantaine pour mettre aux normes ces animaux avant de les déplacer. Et puis on a à Montpont aussi un refuge là qui est plus animaux de ferme là pour le coup, et un nouveau là qui vient d'ouvrir la Davière près de la Marouzou. Mais c'est pas le but initial parce qu'en fait, on aide surtout les structures existantes. L'idée, c'était pas d'être une SPA bis, donc on fait beaucoup d'aide aux refuges, aux associations qui recueillent des animaux, et puis aussi beaucoup d'aide aux particuliers. Et on a des programmes un petit peu partout dans le monde, dans une soixantaine de pays, un peu plus, qui sont des programmes de terrain essentiellement. Donc ça peut être, on fait beaucoup de campagnes de stérilisation de chiens, par exemple, notamment en Inde, mais pas uniquement. Et puis beaucoup de programmes aussi avec des primates en Afrique et autres. Enfin ça, c'est des soutiens à des actions de terrain. Parce que sur les sauvetages en France, après ils vont du coup plus précisément, ils vont souvent du coup chez les pensions partenaires, plus que dans vos refuges qui j'imagine finalement, vu que vous gardez en plus les animaux toute leur vie, j'imagine que les refuges ils sont quand même très vite saturés. Enfin, vu qu'il n'y a pas de Oui, turnover ils sont finalement, comme tu le saturés, oui. précisais, comme dans des refuges qu'on connaît plus, comme la SPA, Fondation Assistance aux animaux ou autres, vous les gardez, il n'y a pas cette volonté de les faire adopter. Donc Ben, j'imagine que c'est effectivement très vite en capacité, ça alors, devient les très vite. chats et les chiens, les chats et chiens sont proposés à l'adoption, hein. C'est uniquement les animaux de ferme, effectivement, où là, c'est sur nos structures propres ou sur des pensions qu'on peut organiser leur accueil. Mais tout ce qui est chat et chien sont proposés. Alors après, ça dépend des cas de figure parce qu'on est beaucoup sur des procédures, donc effectivement, il y a parfois des saisies où il faut attendre le jugement, enfin, toujours même avant de pouvoir proposer les animaux à l'adoption. Donc oui, ça peut durer, il y a des procédures qui durent plusieurs années parfois et durant lesquelles les animaux ne peuvent pas être adoptés. Mais bon, sinon on travaille effectivement avec beaucoup de structures partenaires. Et puis on a créé aussi des structures à l'international. Là, on travaille beaucoup, par exemple, sur la mise en place de la loi de novembre 2021 et notamment sur l'accueil des animaux de cirque. Donc on investit beaucoup dans des structures susceptibles d'accueillir, bon, les éléphants maintenant c'est plus ou moins bon. On a beaucoup financé Elephant Haven, qui est le premier refuge en France pour les éléphants. Et là on a un gros projet, gros programme au Portugal pour accueillir bien plus d'éléphants et dans l'espace beaucoup plus adapté encore, voire hippo. Donc éléphants, hippo, ça va, il y a des places, mais là il y a des gros problèmes sur les félins. Il y a plusieurs centaines de félins encore dans les cirques français. Et là, il faut organiser leur accueil. Donc là, c'est pareil, on est en train d'organiser, de financer des programmes ou des projets de structures d'accueil pour rendre possible l'application de la loi.
Bien sûr, et du coup, on va en parler de cette loi, Christophe. Donc, vous, effectivement, vous êtes depuis longtemps, et tu le précisais tout à l'heure, bah, toujours effectivement auprès des parlementaires pour faire avancer la cause animale dans la loi française. Et donc, cette loi, j'imagine qu'elle vous paraissait quand même insuffisante, mais était quand même une grande avancée finalement pour les animaux en France, puisque ça faisait quand même un paquet d'années que c'était réclamé, que c'était plutôt le b.a.-ba de finalement ce qui était attendu par le grand public, et qui finalement a assez peu bougé, mais était quand même une petite révolution, on va dire, au niveau de la législation française. Ah bah c'est même une grande révolution, hein, parce que quand même arrêter les élevages d'animaux pour la fourrure, ça a été immédiat, hein. C'était fin d'année dernière l'arrêt des élevages de bisons pour la fourrure, parce qu'il n'y avait plus que des bisons en France, mais bon quand même. Et puis dans la loi, c'est interdiction de toute autre espèce d'animaux sauvages pour la fourrure, parce qu'il y avait cette possibilité aussi de récupérer des animaux qui ne pouvaient plus être produits dans d'autres pays. Donc ça a été immédiat. L'arrêt dans 3 ans maintenant de la vente des chats et chiens en animalerie, l'arrêt des manèges à chevaux dans les foires, l'arrêt effectivement de l'exploitation des animaux sauvages dans les cirques, des dauphins dans les delphinariums, ça c'est aussi un gros challenge parce que pour le coup c'est un peu compliqué pour mettre en place cette interdiction. Bah, Enfin, il y a eu plein de choses hein, quand même qui ont été adoptées dans cette loi, donc pour nous c'était quand même une grosse avancée. On peut toujours dire oui, alors ça n'a pas abordé la problématique de la chasse, par exemple, ou bien des élevages intensifs, c'est vrai. Pour autant, c'est vrai que si tout avait été mis dans ce texte, qui était déjà très très ambitieux, il est très probable qu'il n'aurait pas été adopté. Donc le but là, c'était pas simplement de se faire plaisir en défendant des choses qu'on attend depuis longtemps, mais d'obtenir des résultats concrets pour les animaux. Et cette loi apporte quand même des avancées réelles et sans précédent. Enfin, moi je vous dis, ça fait plus de 30 ans que je suis à la Fondation, jamais on a eu un texte qui a amené autant d'avancées et qui a été adopté en une fois. Enfin, et pour le coup, c'est aussi beaucoup lié à cette nouvelle génération d'élus et ça, c'était intéressant. On l'a vu justement après qu'on n'aime ou pas la majorité présidentielle, c'est pas le problème, mais du moins, comme c'était un groupe qui n'existait pas, on a eu beaucoup de gens qui venaient de la société civile, donc avec un lien plus proche de l'attente de la société, pas des politiques, politicards depuis des décennies. Et ça a amené vraiment un renouveau. Et franchement, moi, je l'ai senti, enfin, ce changement dans le rapport aux politiques, c'était assez évident. Et c'est beaucoup dû à ça, je pense qu'il y a eu ces avancées. Maintenant, on sait que les chasseurs ont un poids auprès de Macron. Et ça, c'est embêtant, enfin, c'est plus qu'embêtant, c'est assez scandaleux même de voir la position que le président peut défendre par rapport aux chasseurs, sachant qu'il y a un décalage énorme entre ce qu'attend la société et les bah, cadeaux faits aux chasseurs. Justement, Christophe, j'avais précisément à y venir. Comment t'expliques, alors effectivement, on parle souvent de lobbying, etc., mais comment t'expliques qu'effectivement, sur les lois de manière générale sur les animaux, mais que ce soit la chasse, la corrida, etc., même si effectivement les sondages parfois donnent tort ou raison selon les sujets, sur la cause des animaux de compagnie, ils sont généralement, enfin des animaux de manière générale d'ailleurs, pardon, pas que de compagnie, ils sont généralement quand même toujours très favorables aux animaux. Enfin, je veux dire, Oui, il y a jamais de sondage où finalement, enfin, c'est une majorité écrasante. Donc, oui. comment ça se fait que effectivement les politiques ne fassent pas plus dans le sens finalement de leurs électeurs, puisque c'est quand même les électeurs qui sont là pour les faire élire. Alors, je comprends le lobbying de l'achat, je comprends que ce soit un électorat qui est aussi important, puisque c'est un électorat rural, et je comprends que c'est important, mais enfin, je veux dire, la majorité des Français, que ce soit sur la plupart effectivement de la cause animale, les sondages sont quand même toujours écrasants. Donc, c'est hallucinant qu'on en soit encore à effectivement bloqué juste parce qu'il y a quelques groupes qui arrivent à tenir effectivement, peut-être pas les ficelles du pouvoir, on peut aller jusque-là, mais Mais en fait, oui, mais tu as soulevé le problème pour l'achat, c'est effectivement très ancré au niveau des régions. Enfin, c'est pas vraiment vrai parce qu'on voit que l'opposition la plus forte, c'est souvent dans les campagnes, enfin en tout cas pas en ville véritablement, mais ça vient des personnes qui subissent eh bien, ces problèmes de chasseurs. Mais en revanche, ce qui était vrai jusqu'à présent, jusqu'à au moins l'année dernière, c'est que tous les lobbies, même des petits groupes, faisaient bloc et empêchaient toute avancée. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qu'on remarquait depuis très longtemps. Les circassiens étaient avec les éleveurs de foie gras, enfin, des trucs qui n'ont rien à voir, mais parce qu'ils se disent, si
il y a un domaine où il y a une avancée qui est prise, eh bien, ça va en entraîner d'autres. Et ce qui est intéressant, par exemple, si on voit la proposition de loi de Émeric Caron sur la corrida, les circassiens avaient fait un communiqué pour dire que eux étaient favorables à l'interdiction parce qu'ils trouvaient que c'était barbare, machin. Et ça, ils l'ont fait parce que justement, le texte d'interdiction de l'exploitation des animaux sauvages était passé, donc de toute façon, pour eux, c'était mort déjà. Donc, ils se sont dissociés de la corrida, ce qu'ils n'auraient jamais fait avant. Donc ça, c'est intéressant parce que cette loi, malgré tout, a créé un précédent. Elle a cassé cette unité, cette union de tous les lobbies qui défendaient l'exploitation animale et qui empêchaient toute avancée à tout niveau. Donc, on sait que la FNSEA, donc pour les éleveurs et éleveurs intensifs Donc, notamment. ouais, juste précise pour ceux qui connaissent pas, puisque la FNSEA, c'est le plus gros syndicat Ouais, d'éleveurs et d'agriculture en France qui ont effectivement un pouvoir du coup énorme ils ont un pouvoir auprès du gouvernement. énorme. Oui, oui. Ils ont un pouvoir énorme parce que effectivement, alors c'est là où on en revient à le pourquoi il n'y a pas une réponse politique plus rapide, ou en tout cas en phase avec l'attente sociétale, c'est parce que justement, il y a des syndicats comme la FNSEA qui représentent quand même un secteur économique non négligeable, et bien voilà, mettent en avant des intérêts économiques en disant mais si on prend telle décision, eh bien on va mettre en danger telle filière. Alors c'est pour ça qu'on travaille beaucoup au niveau de l'Union européenne et c'est aussi le pourquoi la France est souvent très en retard sur les discussions de l'Union, parce qu'il faut qu'il y ait une décision qui touche en fait l'ensemble des États membres de l'Union au minimum pour qu'il y ait une égalité sur les moyens de production et qu'une interdiction d'élever de telle manière telle espèce hein, soit généralisée euh, pour qu'elle s'impose aussi en France, parce que la France ne prendra pas l'initiative. Et là, en 2023, il y a des très gros enjeux, et on y travaille bien sûr, de la Commission européenne, puisqu'il doit y avoir une révision de la directive générale sur l'élevage, avec une possibilité à terme de sortir des systèmes cage. Et ça, c'est très important parce qu'on parle beaucoup des poules pondeuses, mais ça, à la limite, c'est déjà bien engagé. Puis, bon, ça devrait. Oui, parce que donc ça, Christophe, je te coupe juste pour bien expliquer du coup à la communauté. Et pareil, vous pouvez tout à fait poser vos questions, vous n'hésitez pas. Vous connaissez le principe, hein, vous posez vos questions en commentaire et on y répond si vous en avez. Et donc effectivement, ça c'est un de vos gros sujets de l'année, effectivement, la Commission européenne. Et où pour le coup, les poules pondeuses, il y a déjà eu des avancées finalement il y a quelques années qui évidemment n'étaient pas celles peut-être souhaitées par les amoureux des animaux, mais où au moins il y a déjà des sigles maintenant sur les boîtes, effectivement, Ouais. quand on achète des œufs, où effectivement on sait si ils sont bio, élevés en plein air, si à l'inverse ils sont en Ouais. batterie sous antibio. Enfin, je veux dire, c'est déjà un peu plus réglementé qu'effectivement d'autres filières, quoi. Et ça, c'est intéressant parce que justement, le fait qu'il y ait cette traçabilité-là a amené justement une exigence du consommateur et les filières ont été contraintes finalement à s'adapter et à changer de mode de production. Et c'est souvent l'exemple que je prends pour les discussions auprès des ministres de l'Agriculture successifs parce qu'on en voit passer pas mal, c'est de dire que typiquement pour les poules pondeuses, la France a fait l'erreur d'encourager les producteurs à investir dans des cages dites aménagées. C'est une cage un petit peu plus grande avec un grattoir, un machin, mais ça ne change rien pour la poule. Mais simplement, parce qu'en fait, en 2012, il y avait l'interdiction d'utiliser les cages dites conventionnelles. C'est les cages qui étaient utilisées jusqu'à 2012. Et il y avait possibilité d'encourager les producteurs à passer sur le plein air, par exemple, ou au sol. Et la France a choisi de pousser et même de financer, d'encourager financièrement les producteurs à investir dans ces cages. Sauf que avec ces histoires effectivement d'étiquetage, les consommateurs se sont orientés vers le plein air et eux n'étaient plus en phase avec cette attente du consommateur et nous disaient mais nous on ne peut pas changer, on n'a même pas encore fini d'amortir notre investissement. Donc tout ça pour dire que la FNSEA, le syndicat agricole, là, a mis dans le mur ces éleveurs en faisant toujours pareil, en poussant pour dire qu'il faut toujours plus de production, plus d'élevage intensif, etc. Donc pour nous, c'est un bon exemple de dire, bah voyez, si vous n'êtes pas foutu d'anticiper justement l'attente du consommateur, vous envoyez tous ces éleveurs-là dans le mur et vous n'êtes pas là, du tout là à les aider, à les encourager à continuer ce type d'élevage. Donc là, pour 2023, ce qui est très intéressant sur cette sortie pot de cible des cages,
Pas trop, encore une fois, pour les poules, parce que finalement, le truc est en route et il va se faire. Mais pour les lapins, il y a 27 millions de lapins qui sont tués chaque année en France, issus de cages. Quasiment, enfin 99% de la production, quasi 100% de la production est issue de cages. Il y a peu d'alternatives. Donc si on arrive à une interdiction des cages, plus ou moins la filière, ça serait une disparition de la filière lapin consommation, en tout cas une très très grosse baisse. Et ça, c'est pas mal. Oui, et ça, tu penses qu'il y a quand même des chances que ça puisse passer auprès de la Commission européenne, parce que c'est quand même toujours, parfois, c'est un peu compliqué. Alors, la commission, elle, s'y est engagée pour toutes les espèces. J'ai fait il n'y a pas longtemps une conférence à Bruxelles justement là-dessus. Et il y avait deux représentants de la Commission européenne qui précisaient ces choses-là. Mais en revanche, alors, la Commission, en fait, il faut toujours penser comme à une pyramide, le système de vote. Enfin, c'est-à-dire que la Commission propose, et ensuite vous avez un côté le texte qui part au Parlement européen, et de l'autre côté au niveau des ministres de l'Agriculture, donc le Conseil des ministres de l'Agriculture européen. Donc quand la Commission a envoyé son texte, il faut un accord du Parlement européen. Ça va plus ou moins parce qu'on a quand même des très bons soutiens au niveau des députés européens. Ce qui est plus compliqué, c'est au niveau du Conseil des ministres européens, parce que là, vous avez les ministres de chaque pays qui défendent les éleveurs, mais avec ces œillères-là de dire il faut continuer de faire comme on fait jusqu'à présent. Bon, il y a une codécision, ça veut dire que le Parlement et le Conseil est à peu près à égalité, donc enfin, même totalement. Donc il faut vraiment arriver à faire bouger notamment le ministre français, là en l'occurrence, pour soutenir les propositions qui viendront de la Commission européenne. Ça va être un gros travail parce que c'est pas simple, mais Le ministre français actuel a l'air moins un peu pet friendly, on va dire, que le précédent, qui était Julien Normandie, bon, qui reste des ministres de l'Agriculture. Donc c'est quand même déjà très étonnant que le bien-être animal soit au ministère de ouais. l'Agriculture. Mais effectivement, j'imagine que d'un mandat à l'autre, ça peut changer beaucoup de choses en ce qui concerne les actions de la Fondation. Ça change beaucoup parce que ouais, ça change beaucoup parce que là actuellement au niveau des ministères en général, il n'y a pas de volonté, il y a pas, on sent pas de volonté vraiment de faire progresser la condition animale, que ce soit le ministère de l'Agriculture ou de l'Écologie. Bon, on a l'écologie, il y a peut-être des choses, bon, pas le ministre en lui-même, parce qu'on sait pas, on sait qu'il n'est pas particulièrement sensible au sujet, mais bon, dans ses conseillers ou autres, il y a des gens un petit peu plus ouverts à la question. Mais c'est vrai qu'on sent qu'il n'y a pas il n'y a pas une volonté affichée, en tout cas, de faire avancer, de faire progresser la condition animale. Ce qui n'est pas le cas, par contre, de la majorité présidentielle, mais au Parlement, à l'Assemblée au moins. Là, on a des gens qui sont un peu plus en avance sur le sujet. Là, il y a Corinne Vignon la semaine prochaine qui présente sa proposition de loi pour interdire les colliers, pardon, colliers électriques et étrangleurs. Ça va passer la semaine prochaine en commission des affaires économiques et puis la semaine suivante en séance publique. Donc, il y a quelques initiatives qui sont prises par des parlementaires, mais au niveau du gouvernement, autant par exemple Barbara Pompili avait afficher certaines volontés de faire progresser la condition animale dans son domaine. Là, à l'actuel, bon, pas grand-chose. Oui, puis c'est fou parce qu'on est quand même toujours, enfin, je veux dire, on est quand même le pays des droits de l'homme et vraiment pas celui des droits des animaux, puisque clairement, enfin, Ouais, on est toujours un des derniers pays européens à acter des choses qui sont actées dans les pays depuis bien longtemps. Enfin, quand on prend la vente de chiots et chatons en animalerie, ça fait quand ouais, même, je veux dire, des pays qu'on pourrait même penser plutôt retardataires par rapport à nous, par exemple comme la Roumanie. Enfin, je veux dire, qu'il n'y a pas un pays qu'on prend comme exemple de manière ouais, générale. Mais ça faisait des années que c'était déjà interdit, comme les colis électriques, effectivement sont interdits déjà dans des tas de pays, ouais. effectivement, en Europe. Donc, c'est toujours hallucinant qu'on soit toujours un peu les derniers à acter sur le genre de choses. Et du coup, on peut aller aussi, Christophe, sur le sujet des delphinariums. Ça, c'est un sujet dont on avait déjà parlé avec la communauté brute, parce que moi, j'étais intervenu auprès du parc Astérix pour ne pas les citer, qui était finalement assez embêté avec leurs dauphins. Et je pense que tu avais dû être en contact aussi, puisqu'il était en contact à peu près Ouais. avec tout le monde. Et avec finalement quand j'avais pris un peu le dossier à cœur, avec finalement pas trop de solutions en fait pour ces dauphins. Enfin, je veux dire, tout le monde effectivement est contre les delphinariums, ça fait, on va dire, assez peu débat. Ou encore, on peut citer le Marineland bien connu. Mais en fait, finalement, une fois qu'ils ont été mis en captivité, il y a peu de choses, enfin, il y a peu de sanctuaires ou autres pour eux. Non, c'est vrai. C'est un problème, c'est un vrai problème.
Et c'est pour ça qu'en fait, notre démarche initiale, c'était pas tant d'interdire totalement la détention des dauphins, enfin, même si c'est ce qu'on souhaite évidemment, mais c'était d'interdire la reproduction. Déjà là, en premier temps, on se disait, bon, ça nous laisse quelques années pour organiser au moins une prise en charge de ces animaux dans des conditions qui répondent à leurs besoins. Il y a eu des programmes de relâcher de dauphins, il y en a eu quelques-uns, mais c'est vrai que c'est très, très lourd, très compliqué et c'est pas forcément adapté à tous les animaux, enfin, suivant leur âge, etc. Donc, pour nous, la priorité, c'était l'arrêt de la reproduction, ce qui n'a pas été retenu malheureusement. Et là, c'est vrai que le délai est très court, hein, c'est 5 ans, alors que c'est 7 ans pour les animaux sauvages dans les cirques. 5 ans, ça fait déjà plus d'un an que le texte a été adopté, donc moins de 4 ans aujourd'hui. Bon, il n'y a pas énormément de cétacés en France, mais enfin, il y en a quelques-uns. Donc, pardon. Donc, Astérix a choisi effectivement de revendre, enfin je ne sais pas s'ils les ont vendus, mais en tout cas d'envoyer les dauphins dans d'autres delphinariums. Là, Oui, c'est bah, plus qui appartiennent au probabilité. même groupe en fait. Enfin, c'est le même Ouais, groupe qui. Donc en fait, ils ont juste transféré de parc, oui. Donc oui, ça n'a pas changé grand-chose. Mais c'est sûr que ben, on le voit avec, parce que moi qui suis de très près ce genre de dossier, c'est vrai que et ça j'en parle souvent ici, puisque effectivement les gens sont toujours, on voit les commentaires sur les réseaux sociaux, mais relâchez-les, relâchez-les. Et en fait, non, je c'est prends ça. souvent l'exemple de Keiko, qui est le bien connu orque qui a tourné à Sauver Willy. Ça a coûté des dizaines Ouais, de millions de dollars pour finalement un échec cuisant à la fin, puisqu'en fait il n'arrivait pas du tout à se détacher de l'homme. Il a quand même fini par être relâché, mais très progressivement sur quasi 15-20 ans et pour arriver à un échec. Donc en fait, et lui encore, c'est parce que ça a mis tout ce temps-là, parce que c'était la star du film. Demain, un dauphin du parc Astérix, on le relâche, en fait, il y a quand même très peu de chances qu'il survive, quoi. il y a ça, et en plus, il y a la possibilité éventuellement d'amener des germes ou des problèmes sur des colonies sauvages, ce qui peut être très dangereux aussi, parce que ce sont des animaux effectivement qui ont pu développer des maladies qui ne sont pas visibles à l'état sauvage. Et puis bon, effectivement, de rejoindre une colonie, c'est quasi impossible. Donc non, c'est pas simple du tout, hein, on en est tout à fait conscient. C'est pour ça, encore une fois, qu'on était vraiment sur une démarche de dire il faut arrêter la reproduction, qu'il n'y ait pas d'autres dauphins qui arrivent dans ces bassins. Toutes les possibilités de replacement ou de mise dans des sanctuaires effectivement adaptés seront étudiées. Après, effectivement, tous les animaux ne peuvent pas être relâchés. Je peux prendre l'exemple de la Bulgarie, par exemple, où on a fait interdire l'exploitation des ours dansants. C'était il y a plus de 20 ans maintenant, c'était en 2000. Et ça, c'était génial parce que c'est parti un peu comme toutes les démarches de la Fondation et de Brigitte. C'était un coup de gueule de Brigitte Bardot par rapport, elle avait dû voir un reportage sur les ours dansants. Alors les ours dansants, pour expliquer, c'était bon, des ours qui étaient utilisés par des familles tziganes, qui étaient enchaînés avec le nez vraiment avec des chaînes et des boucles, etc., dégriffés, mis sur des braises pour les habituer à rester debout. À- Pardon. Bref, ils étaient dans des conditions épouvantables. Moi, j'avais été à l'époque en Bulgarie pour repérer un petit peu comment étaient ces animaux. Ils étaient vraiment détenus sous des tôles. Enfin, c'était vraiment l'horreur. Et tout ça pour dire que ces animaux ne pouvaient évidemment pas être relâchés dans la forêt, sinon ils étaient tués très rapidement par des ours sauvages. Donc on a créé, en accord avec les autorités locales et avec une association autrichienne, Vierpfoten, on est 50-50% sur ce programme, tout un parc où ils ont pu être relâchés, donc en différents groupes. Et ce qui est génial, c'est que ces animaux qui étaient très très abîmés vraiment, enfin il y en a qui en ressemblaient même plus à un ours, tellement ils étaient dans un sale état, et bien là, aujourd'hui, donc en janvier, ils sont tous en hibernation. Et ça, c'est génial parce que c'est des animaux qui n'ont jamais vécu, enfin bon, maintenant oui, parce que ça fait quand même quelques années qu'ils y sont, mais avant d'être dans le parc, ils n'hibernaient pas, ils étaient toujours exploités. Donc, quand on amène quand même un environnement qui répond aux besoins de l'espèce, eh bien la nature reprend le dessus. Et ça, c'est intéressant. Donc, pour les dauphins, effectivement, c'est peut-être un peu compliqué d'imaginer de pouvoir les relâcher totalement et les laisser autonomes, alors qu'ils ont été toujours nourris par l'homme, qu'ils n'ont pas le réflexe de, bon, ça peut se réapprendre, mais bon, c'est pas simple. Mais en revanche, on peut quand même améliorer considérablement l'environnement dans de l'eau de mer déjà naturelle. Il peut y avoir des espaces, effectivement, c'est des options qu'on essaie de voir, mais c'est pas simple parce que il faut que le lieu soit propice, qu'il n'y ait pas trop de pollution. Enfin,
Il y a plusieurs projets en étude, mais aucun totalement arrêté encore, malheureusement. Oui, oui. Et sur la vente de chiots et chatons en animalerie, c'est vrai que du coup, les critiques étaient sur le fait de développer les filières et notamment les filières de l'Est sur le trafic. Et ça, comment est-ce que vous voyez ça, enfin, de votre point de vue à la Fondation? Bah, nous, en fait, vraiment, d'ailleurs, il y a eu des amendements qui avaient été proposés, certains qui avaient été défendus, sur notamment la vente sur les petites annonces. Parce que ça, c'est un vrai gros problème aussi. Bah, de toute façon, les animaleries, il y avait aussi des animaleries, pas toujours, puisque c'est en 2024 l'arrêt des ventes, qui s'alimentent aussi sur des filières des pays de l'Est, hein. Donc pour nous, c'est quand même une bonne chose. Maintenant, c'est vrai qu'il faut aller au-delà, il faut aller sur le problème comment dire, des petites annonces. Et là, le coup, on avait fait, par exemple, euh, un suivi de toutes les annonces sur le Bon Coin pendant un mois. C'était pendant les débats de cette loi. Et sur un mois, c'était en décembre 2020, je pense. Sur un mois, il y avait 75% des annonces parues sur les animaux pour les proposer des animaux qui étaient illégales. Et il manquait des trucs, ou alors, bon, enfin, c'était énorme quand même. On a rencontré à 2 reprises des représentants du Bon Coin, ne voulaient absolument rien changer à leur situation. Donc on travaille sur le plan européen maintenant, parce qu'il y a des normes justement sur la traçabilité des produits qui sont proposés à la vente, produits en sens large, y compris des animaux. Et si on n'arrive pas à obtenir une interdiction véritablement de vente par les petites annonces, il faut au moins qu'il y ait un renforcement des conditions. Alors la loi de novembre dernier essaie d'être un peu plus restrictive, donc uniquement des petites annonces qui seraient passées sur des sites dédiés aux animaux et pas sur un site général, etc. Mais bon, enfin au moins un rubrique animaux, mais enfin bref, c'est vraiment insuffisant. Et ce qu'on aurait souhaité aussi, c'est, parce qu'on ne l'a pas intégré au texte initialement, c'est l'interdiction de vente dans les foires à chiots ou à chatons. Enfin, bon. Et ça, on en a parlé justement pour qu'il y ait des corrections amenées à la loi, enfin des corrections, en tout cas des nouveaux textes hein, qui soient proposés à l'adoption, au vote plutôt, en précisant que bah, c'est plus ou moins un oubli, en tout cas c'est un point qui doit être intégré à l'interdiction globale de vente en animalerie. Clairement, parce que l'un vaut pas mieux que l'autre. Enfin, je veux dire, l'animalerie comme les foires aux chiots, ça vaut pas mieux que l'autre. Ah Et ouais, on ouais, se ouais. rend bien compte que les attestations de connaissances mises en place sont pour le moment quand même clairement insuffisantes et que la traçabilité enfin, c'est très difficile et on peut quand même largement jouer avec ce petit bout de papier. On peut en faire un peu ce qu'on en veut quand même, hein. Donc c'est Oui, sûr oui, qu'à ce oui, niveau-là, ça c'est c'est un peu sûr. compliqué. Mm. Ouais, totalement. Alors après, Et donc l'histoire du des coup, 7 vas-y, Non, pardon, je je t'en disais, prie. l'histoire des 7 jours peut sembler intéressant, mais parce qu'en fait, cette loi impose qu'effectivement, après avoir signé le certificat de connaissance, il y a un délai de 7 jours avant de récupérer l'animal pour casser justement l'effet un peu coup de cœur, etc. Mais bon, ça peut être antidaté, donc c'est pas vraiment. Non, mais c'est ça. Enfin, puis quelqu'un qui a déjà eu un chien il y a 10 ans, visiblement, ça passe un Oui, peu. Enfin, voilà, il y a tout oui, qui. c'est vrai. Voilà, c'est effectivement, c'est pas, on va dire, c'est pas très abouti. Et du coup, sur un sujet enfin, dont on a un peu abordé, mais sans rentrer dans les détails. Donc, on t'a déjà vu, pour ceux qui te connaissent, qui sont un peu passionnés d'animaux, j'imagine que vous avez déjà vu Christophe à avoir des débats un peu tendus en plateau avec des chasseurs et notamment Willy Schrein, donc le président des chasseurs. Donc, la fondation, qu'est-ce qu'elle souhaiterait obtenir du coup sur effectivement vis-à-vis de la chasse? Ben, en fait, vis-à-vis de la chasse, il y a quand même déjà beaucoup de niveaux qui peuvent être avancés, sans parler de l'interdiction totale de la chasse. En tout cas, il y a des premières étapes, il y a des étapes déjà à franchir. Il peut y avoir déjà l'arrêt de la chasse en enclos. Ça, vraiment, il y a possibilité d'avancer sur le sujet, mais bon, c'est pas retenu. Les jours sans chasse, effectivement, on était parti sur l'interdiction les week-ends et jours fériés qui avait été proposé par le candidat des Verts lors des dernières présidentielles. Et là aussi, on a plus de 80% des Français qui étaient d'accord avec cette proposition. Là, on s'orienterait, on attend hein, la proposition de Bérangère Couillard qui doit être présentée la semaine prochaine, le 9, a priori. Donc, qui pourrait être une journée sans chasse ou une demi-journée sans, je sais rien. Bon, on va voir si ça peut être un dimanche sans chasse.
ça peut être pas mal quand même parce que ça envoie un sacré signal au niveau des chasseurs qui sont pas tout puissants comme ils pensent l'être. Donc, il y a ça, il y a évidemment tout ce qui est chasse, tout ce qui est vénerie, que ce soit la chasse à courre, la chasse souterraine, enfin le déterrage, qui est une horreur absolue. Euh, Évidemment, tout ce qui est chasse dite traditionnelle, dont les arrêtés sont pris par la France, cassés quelque temps après avec le Conseil d'État, mais il y a beaucoup de possibilités quand même d'avancer sans arriver jusqu'à une interdiction totale, même si évidemment nous le souhaiterait, mais bon. Euh, pour déjà l'arrêt, ah non, il y a un point très important, c'est l'arrêt des lâchers de gibier, des élevages avec lâchers de gibier. Il faut savoir que les chasseurs se prétendent être enfin, réguler les populations, sauf que sur 10 perdrix qui sont enfin 10 faisans, même plutôt les faisans, mais les perdrix c'est un peu pareil, tués à la chasse, il y en a 9 qui proviennent d'élevage, donc c'est quand même un truc de fou. Donc ça montre que bah non, ils se font juste plaisir, quoi, à tirer sur des animaux. Oui, oui, puis qu'ils viennent limite voir le chasseur, parce que enfin, Ah bah oui, ils ont été élevés à la main. Enfin, on voit bien ah, quand on maintenant il suffit de se ah promener bah à la oui, campagne pour voir qu'ils sont complètement désorientés, que tu viens avec de la graine dans la main, tu peux le tirer à bout portant en fait. Enfin, je veux dire, il n'est pas du tout, on est oui, très oui, loin non, tout à fait, effectivement tout à fait. des faisans d'il y a quelques années complètement. Et donc pour le coup, Christophe, il y a aussi toute cette partie donc de trafic finalement d'animaux à l'international, mais que vous avez aussi en France, puisqu'il vous arrive quand même de récupérer du coup des animaux sauvages. Et ça, ces filières, il y a un moyen de les attraper ou c'est des choses quand même assez isolées de manière générale, c'est des trafics un peu difficiles à avoir. Bah, en fait, justement, on était avec, il n'y a pas très longtemps, avec le préfet qui s'occupe de toute la zone Roissy, les aéroports, pour essayer d'identifier, mais c'est pas évident, effectivement, la nature, et les filières qui alimentent en trafic d'animaux, parce que Paris est un peu une plaque tournante, pas forcément un lieu de destination, mais un lieu de transit, hein, beaucoup d'espèces braconnées qui repartent en Allemagne ou ailleurs. Et donc, non, effectivement, c'est très compliqué de pouvoir identifier ces réseaux. Nous, on intervient parfois à la demande effectivement des douanes pour la prise en charge d'animaux qui sont saisis. Mais c'est très très complexe parce que souvent d'ailleurs les animaux sont dans un état assez catastrophique et c'est des espèces pour lesquelles on n'a pas toujours de lieu d'accueil adapté, donc c'est c'est pas simple. Mais effectivement, c'est des choses qui se mettent en place et il y a une volonté quand même de lutter contre ces trafics-là. C'est aussi pour ça qu'on fait partie de la CITES, donc la Convention internationale sur le commerce des espèces menacées, pour veiller à ce que justement certaines espèces soient de plus en plus protégées et que leur commerce soit de plus en plus encadré et interdit. Et on l'a vu avec les singes magots, par exemple, qui ont été classés à l'annexe 1 de la CITES il y a une petite dizaine d'années, un peu moins. Et objectivement, ça a eu quand même un effet parce on intervenait beaucoup pour des saisies de singes magots il y a quelques années. Il a fallu d'ailleurs créer des structures dédiées. Un peu moins maintenant quand même. Alors bon, il y a des effets de mode aussi hein, qui font que il y a une espèce qui va être privilégiée un temps et voilà, d'autres vont passer à une autre. Bon, là, les singes magots, c'est un peu autre chose parce que c'est pas vraiment des collectionneurs, c'était une époque où il y avait beaucoup ça dans les cités. Euh, Après, on a par exemple aussi beaucoup de félins qui sont utilisés pour les petits. On avait fait une saisie à Saint-Denis, par exemple, en région parisienne, où un petit tigre a été utilisé pour des selfies. Et c'était 10 euros le selfie avec le bébé tigre. Donc ça, c'était des commerces totalement illégaux. Et on a pu Oui, mais récupérer ça. ce qui est fou là-dedans, tu vois, parce que moi j'avais eu effectivement ta collègue à la fondation donc, qui s'occupe de toute la partie sauvetage. Tu as effectivement des bébés tigres dans une cave en région parisienne, mais plusieurs bébés tigres. Ouais, Et on a eu enfin, pas mal. on se demande quand même d'où est-ce qu'ils arrivent. Quoi. Je veux dire, enfin, tu vois, c'est pas le varichénel que tu prends à l'aéroport avec un chien qui arrive de la Réunion. Quoi. Enfin, c'est quand même fou qu'ils arrivent à Alors, rentrer sur le territoire et qu'après ils puissent être revendus effectivement à des collectionneurs qui ont envie de se balader avec un tigre en laisse. Enfin, c'est quand même hallucinant alors que. sur ceux qu'on a pu récupérer, il y en a quand même une partie qui venait de cirque, quand même. Parce que les félins, pour le coup, bah, c'est l'espèce qui se reproduit très facilement contre, comparé à d'autres qui vont subir plus difficilement la captivité, qui ne vont pas se reproduire. Les félins, enfin, comme pour les chats, hein, là c'est des gros félins, mais on est un peu sur le même cas de figure, ils se reproduisent facilement. Et donc, on a eu plusieurs cas où des animaux saisis provenaient de circassiens, en fait, qui revendaient des petits nés.
Et donc, c'était aussi enfin c'est toujours une source d'approvisionnement pour ces trafics-là. D'accord. Parce qu'en Et fait, il donc, faut savoir qu'au niveau des cirques, il n'y a toujours pas, même si on l'a demandé et si la loi le prévoit, il n'y a toujours pas de comptage vraiment très précis, parce que aller sur un camp pour où il y a un cirque pour aller voir les animaux, les compter et autres, vous êtes reçu avec le fusil, donc les forces de l'ordre n'y vont même pas, quoi. C'est un peu compliqué. oui, c'est ça, ça reste. Et du coup, justement, donc, avec la fameuse loi, quand dans 4 ans, il va falloir récupérer les animaux, pour le moment, on ne sait pas trop comment ça va se passer finalement. Il y a la loi et après, il y a ce qui en découle, quoi. C'est qu'est-ce qu'on va faire de Bah, tous en ces fait, il y a des animaux. gros accompagnements qui sont prévus par le ministère de l'écologie, à la fois pour la reconversion des circassiens, à la fois pour une aide aussi pour l'aménagement de structures. Là, il y a plus de 4 millions d'euros qui sont quand même débloqués par le ministère de l'écologie sur uniquement les structures d'accueil. Nous, on débloque près de 2 millions d'euros annuellement sur ces structures. Et il y a 35 millions d'euros du ministère pour les reconversions des circassiens, notamment pour travailler sur d'autres modèles que le modèle animal, enfin pour développer d'autres types de numéros. Donc il y a un vrai accompagnement, mais qui est refusé pour l'instant par les circassiens. Sauf que le texte, il y a un moment, il va falloir le mettre en application, effectivement. Et puis en plus, le public, maintenant, de plus en plus, réagit plutôt mal à la présence d'animaux sauvages. Et ça, c'est plutôt intéressant parce que ça va contraindre les circassiens à changer quand même de procédé. S'ils voient qu'au niveau du public, ça pose problème, ils le voient déjà, eh bien, ça va forcément amener un changement de toute façon, qu'ils le veuillent ou non. Oui, puis il y a certains cirques comme Bouglione, si je ne dis pas de bêtises, qui ont déjà fait la transition il y a quelques années Oui, finalement, qui sont déjà oui, lancés oui, oui. dans des cirques sans animaux sauvages et qui arrivent finalement à s'en sortir comme ça. Donc il y a Bah, moyen, en fait, effectivement. ça leur ouvre même euh, pardon, je suis un peu pris, le marché un peu international parce qu'en fait, il y a plein de pays où c'est interdit les animaux sauvages dans les cirques. Donc, le fait d'être, quand on regarde les grands cirques internationaux, c'est des cirques sans animaux, hein, bon, à part le cirque de Moscou, là, je ne sais pas si ça existe toujours, mais où il y avait des animaux. Mais les autres, il n'y a pas d'animaux, ils vont partout. Donc là, effectivement, c'est une transition qui va être plutôt favorable pour les cirques qui souhaitent faire des tournées qui sortent de la France. Ok. Et Christophe, on peut parler une de vos grandes actions de cette fin d'année, qui était le marché donc à chevaux au marché de Mort. Et donc là, vous avez été alerté par qui? Comment ça s'est passé? Quelles sont les suites que vous voulez à cette affaire? Parce qu'effectivement, j'imagine que ceux qui sont connectés, vous avez tous vu ces vidéos, mais complètement choquantes sur la façon dont sont traités les chevaux. Et donc ça, du coup, c'est quoi la suite à cette affaire? Alors, la foire de mort, en fait, on s'y est déjà rendu il y a pas mal de temps. C'est quelque chose qu'on suit depuis plusieurs années. Et les services vétérinaires nous disaient non, mais maintenant ça va, c'est rentré dans l'ordre, il y a des contrôles et ça se passe plus comme il y a quelques années. Donc là, quand on s'y est rendu en octobre, on a posé quelques caméras effectivement pour voir ce qu'il en était. Et là, on ne peut pas nous dire oui, vous avez 10 jours de rush et puis vous gardez tout. Non, ça se fait en une matinée, hein, la foire. Donc là, ce qui a été filmé, c'était sur la matinée même. Ouais, c'était ça qui était hallucinant. Enfin, je veux dire, parce que c'est effectivement des scènes de maltraitance où on peut se dire que c'est des années de visionnage, enfin de tournage, pardon. Et alors Ouais. qu'en fait, pas du tout. Enfin, je veux dire, parce que les actes sont quand même tous plus violents les uns que les autres, quoi. Et en plus, ce qui est quand même assez effrayant aussi, c'est que c'était fait. Bon, alors il y avait des caméras cachées, mais c'était fait aux yeux de tous, hein. Et donc ça montre à quel point c'est normalisé et que c'est intégré le fait que bah, c'est pas anormal de taper un cheval, de le forcer à faire tel ou tel. Enfin bon. Et donc effectivement, ce qu'on a relevé, on a porté plainte. On a demandé aussi à l'ordre des vétérinaires d'agir contre le vétérinaire sanitaire présent sur la foire, mais qui finalement ne fait pas son travail, parce qu'il n'y a pas de contrôle. C'était aussi l'objet de cette enquête, c'était de montrer que le vétérinaire sanitaire ne faisait pas de contrôle d'animaux, il nous l'a dit hein, lui-même, il y en a trop, on peut pas, on n'a pas le temps. Et les services vétérinaires, eux, n'agissent que sur le cahier de route du transporteur, parce que les chevaux partent essentiellement en Italie pour l'abattoir, mais ne contrôlent pas les animaux, l'état des animaux.
Donc voilà, on voulait montrer un petit peu l'envers, enfin, ce qui se passe sur cette foire, qui est l'une des plus grandes en France. Et là, la suite, ben, c'est que lors des vétos, je pense qu'ils ne vont pas faire grand-chose, voire rien du tout, parce que là, on a été baladé un petit peu entre l'ordre national et puis dans le Cantal, là-bas. Mais la plainte, ben, on espère qu'il y aura quand même une suite. Et en fait, quand on a eu aussi le responsable de la foire, qui, quand il a visionné avant de visionner les images, il disait non, ça s'est pas fait dans ma foire, c'est des vieilles images, etc. Bon, quand on lui a amené les preuves de date et de lieu, il a dit non, mais finalement, il n'y a pas de maltraitance, c'est normal. Donc, ça montre à quel point, même ce qu'on lui montre, il trouve ça normal. Donc c'est aussi le but de ces campagnes, c'est d'essayer d'élever un petit peu notre regard à l'animal et faire en sorte que les professionnels puissent aussi se remettre en cause, ce qui n'est pas le cas de ce monsieur, mais le travail de L214, c'était ça aussi, c'était de montrer que ce qu'on montre pas habituellement, c'est pas l'exception, parce qu'on l'a vu avec les campagnes de L214, les premières images sur les abattoirs, le ministre de l'Agriculture disait ah non, mais c'est exceptionnel, c'est un cas particulier. Une semaine après, il y avait un autre. Enfin, toutes les semaines, il y en avait, ce qui a amené la commission d'enquête parlementaire. Et donc, il y avait un moment où il faut dire bah non, c'est pas le cas unique puisqu'il y en a toutes les semaines. Et il y a un refus de reconnaître cette réalité-là, et que la maltraitance est généralisée dans le rapport à l'animal qui est l'animal de consommation. Ça, c'est vraiment très, très fréquent. On se dit, bon, bah, c'est déjà de la viande sur pied et il n'y a pas de considération du tout, alors que l'animal, évidemment, est doué de la même sensibilité que n'importe quel autre animal, sauf que comme il est, pardon, pouvait être abattu, on s'autorise finalement à le maltraiter. Et ça, c'est inacceptable. Oui, bien sûr. Et ça, justement, est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux donner? Parce que même dans les communautés animaux, tout le monde n'est pas végétarien ou végétalien. Mais est-ce qu'il y a des choses qu'ils peuvent faire pour éviter quand même, enfin, je veux dire, voilà, d'aller sur des choses, j'imagine que les grandes marques nationales de grande surface, c'est pas top et qu'il vaut peut-être mieux aller effectivement chez un éleveur producteur directement ou ça, peut-être qu'on peut les aiguiller là-dessus. Alors, c'est pas évident parce que même les filières bio ou autres, par exemple, si on parle de l'abattoir, eh bien, un abattoir, il recueille tout, enfin, il récupère les animaux qui proviennent de différentes filières et les animaux sont abattus de la même manière. Donc, déjà, de consommer moins de produits animaux, ça c'est vraiment une nécessité parce que tant que les personnes consomment autant de produits animaux, eh bien, il y aura toujours une production de plus en plus importante et intensive parce que sinon on ne répond pas à la demande. Donc ça, c'est vraiment la priorité. Donc les gens qui disent non, moi j'aime trop la viande, bon, mais au moins réduire sa consommation et puis effectivement de pouvoir être plus vigilant sur les conditions d'élevage. Mais c'est pas toujours évident parce que la traçabilité, elle est quand même très faible. Alors sur les modes de production un petit peu, effectivement, le label rouge ou bio, mais bon, méthode d'abattage, ça, on ne peut pas avoir de garantie, puisque vous savez qu'une grande partie, par exemple, des animaux abattus dans le cadre de l'abattage rituel, donc sans étourdissement préalable, se retrouvent dans le circuit classique, une très grande partie, sans aucune indication pour le consommateur. Donc on peut acheter du bœuf et savoir que l'animal a été égorgé à l'agonie pendant plusieurs minutes dans son box. Donc il n'y a aucune garantie de filière qui serait enfin, bien-être animal, ça n'existe pas vraiment. Alors il y Oui. a une volonté de certaines associations effectivement de travailler sur des labels comme ça. Nous on est prudent parce qu'il faut vraiment derrière qu'il y ait un vrai cadre, contrôle et autres. On ne voit pas trop comment c'est possible. Un vrai suivi qui existe assez peu, effectivement, en France, quoi. Non. Et donc, Christophe, maintenant, vous êtes combien à travailler à la Fondation? Ben, on est beaucoup parce qu'avec les sites d'accueil, on doit être 150 maintenant en tout. Donc sur le site, sur le siège, on doit être une cinquantaine, max, je ne sais plus trop. Et avec tous les sites, on doit être autour de 150 quand même. C'est une grosse Oui, structure donc maintenant. ça fait effectivement un peu de monde. Et est-ce que du coup, vous acceptez les bénévoles à la Fondation? Oui, bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, là, j'ai des envois à faire pour les parlementaires et je manque de bénévoles. Pour la mise sous pli, c'est pas passionnant, mais c'est très important parce que ça nous permet de créer ces réseaux de députés et sénateurs avec qui on travaille. Donc effectivement, on accueille des bénévoles
pour 2-3 heures par jour. Moi-même, hein, j'ai commencé à faire du bénévolat. Je travaillais le soir, donc ça tombait bien. La journée, je pouvais être à la fondation. Et oui, 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 bien sûr, bien sûr. Super. Et alors, Christophe, on arrive à la fin de l'émission. Comment est-ce qu'on fait pour aider la Fondation Brigitte Bardot? Alors, bon, déjà, on peut être adhérent, hein, comme toute autre organisation. Donc, sur le site, il y a possibilité de faire un don. Et aider la fondation, alors moi, je vais aller plus loin, c'est aider les animaux. C'est pour ça que si on en revient à ce qu'on vient de dire qu'il y a quelques minutes, c'est que chacun ait une action aussi qui soit une action qui bénéficie à l'animal. Donc, dans ses choix de consommation, ça, c'est vraiment la base, mais c'est hyper important d'éviter d'acheter des produits animaux et puis de soutenir aussi des petites structures locales. C'est ce qu'on fait au niveau de la fondation. On aide énormément de refuges, on fait des immenses campagnes de stérilisation de chats errants aussi. On n'en a pas parlé, mais ça fait partie de nos plus gros budgets. Donc s'investir aussi localement sur les petites structures qui ont du mal aussi à agir. Et du bénévolat aussi en région, c'est important auprès de ces différentes structures. Mais sinon, effectivement, on peut être aussi adhérent. Enfin, nous, c'est ce qui fait vivre la fondation, puisque en l'occurrence, on n'a pas de subvention directe. Donc, bien sûr, les dons. Et il y a Sabine, du coup, qui te demande, Christophe, comment devenir bénévole à la Fondation. Il faut, le mieux, c'est de contacter directement le siège, et puis on envoie, je ne sais pas s'il y a des fiches en ligne, je suis pas sûr, mais en tout cas, on envoie une fiche à remplir. Ça dépend où elle se trouve, hein. Sabine, je ne sais pas si c'est en région parisienne, c'est plus facile parce qu'on peut faire du bénévolat sur le siège. Et sinon, vers Lyon, Mm. vers Lyon, bon, ouais, c'est un peu plus compliqué parce que vers Lyon, on n'a pas grand-chose, mais on peut réorienter éventuellement. Ou alors ça peut être. Non, non, mais on peut prendre. Par contre, on peut être aussi enquêteur ou délégué bénévole. Et ça, c'est important parce que on a beaucoup de signalements de maltraitance et on a besoin, avant de contacter les autorités, quand même de s'assurer s'il y a beaucoup de problèmes de voisinage ou autre. Donc, Oui, bien s'assurer sûr, qu'ils ça, soient. on en avait déjà parlé ici, effectivement, où parfois c'est pas vraiment avéré, ou parfois c'est Ouais, effectivement ce que nous on considère comme de la maltraitance, mais qui vis-à-vis de la loi n'en est pas, puisque ça, oui, pareil, ouais, on peut ouais, en parler, mais bon, malheureusement, voilà, c'est un chien ouais, attaché dehors avec bah une ouais. peau gamelle d'eau et autres, en fait, finalement, c'est pas vraiment considéré comme de Ouais. la maltraitance, donc Donc c'est pour difficile. Sabine, je proposerais plutôt effectivement délégué ou enquêteur bénévole de la fondation pour rester au niveau de la région vers Lyon. Donc de toute façon, les amis, vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site de la Fondation Brigitte Bardot. Vous pouvez également suivre la Fondation sur les réseaux sociaux, donc que ce soit LinkedIn, Facebook, Instagram, ils sont très actifs. Et notamment sur Instagram, où vous avez effectivement à peu près tous les sauvetages et toutes les actualités et pas mal d'adoptions qui sont publiées régulièrement. Et toi, Christophe, si on veut te retrouver, je crois que c'est plutôt sur LinkedIn si des gens ont effectivement besoin En de... fait, moi, je ne suis pas du tout sur les réseaux sociaux. Enfin, j'anime juste le Twitter de la Fondation FBB Porte-Parole. Et puis, effectivement, cette page, mais bon, c'est pas très, très vivant. Je poste un truc de temps en temps, mais Oui, oui, mais en attendant, ils peuvent retrouver effectivement toutes les oui, actus sur la fondation. Bah, super. Christophe, merci beaucoup d'avoir merci. passé cette heure avec nous. Je vous rappelle tous que vous pouvez retrouver du coup le replay sur l'application Brut dès demain, ainsi que sur le site des amoureux des animaux de compagnie, whoopet.fr. Merci beaucoup, très cher Christophe. On se dit à très bientôt. Merci à Merci à vous. tous et on se dit à mardi prochain. Merci à tous pour vos merci. Et effectivement, je vous souhaite une très bonne année, une très bonne santé et bien sûr que ça aille un peu mieux pour nos chers animaux. Merci Christophe, à très vite. Ciao, merci à Merci. tous. Au revoir. Au Au revoir. revoir.